Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité ce mercredi 25 février, le séminaire gouvernemental qui s'est tenu le long de la journée d'hier mardi. À l'ordre du jour de cette réunion, le point des actions du gouvernement au cours donc de l'année 2014 et l'adoption du programme d'action de 2015. Notez que le chef de l'État qui participait à la cérémonie de clôture de cette réunion a félicité tous les membres du gouvernement pour le travail abattu. Il n'a pas manqué de leur rappeler les défis à venir. 61,8 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée sur les 120 milliards de francs attendus, suite donc à l'emprunt obligataire lancé en mai dernier par les autorités ivoiriennes. 61,8 milliards de francs CFA cotés en bourse hier. 61,8 milliards de francs CFA. C'est le montant mobilisé sur les 120 milliards de francs CFA attendus lors du lancement de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI, 6,55% 2014-2022. Ce mardi, cet emprunt a été admis à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. C'est dire que les investisseurs peuvent désormais vendre ou acheter des titres de cet emprunt. Moins de 10 minutes après la mise à disposition de ces titres sur le marché régional, la première cotation a enregistré des mouvements de capitaux d'une valeur de 4 millions de francs CFA et cela s'explique. L'État a toujours honoré ses engagements vis-à-vis du marché et que le marché donc accorde à l'État ivoirien une qualité de signature qui lui permet de revenir régulièrement sur le marché. Pour aider l'État à financer les projets d'investissement en 2015, d'autres emprunts seront lancés bientôt. Cette année, nous avons besoin de 1046 milliards de francs CFA pour financer les dépenses d'investissement prévues au budget. Nous attendons beaucoup des investisseurs. Avec 16 emprunts, l'État de Côte d'Ivoire a levé plus de 1220 milliards de francs CFA sur le marché pour le financement des besoins d'investissement. Petite visite à Ravenne en Italie sur le site de construction d'une plateforme pétrolière qui devrait rejoindre les côtes ivoiriennes en avril prochain. La première partie de cette plateforme a été installée, notez-le, au large des côtes ivoiriennes en novembre 2014. Notez également que l'ouvrage qui est en passe d'être opérationnel devrait coûter près de 325 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire et à ses partenaires. Christelle Menard. C'est la dernière composante d'une nouvelle plateforme d'hydrocarbures, Marlin. La première partie, fraction immergée nommée Jacket, a été installée en novembre 2014 au large des côtes ivoiriennes. La seconde fraction, partie supérieure ou deck, est en fin de construction à Ravenne, en Italie. Avant son acheminement en Côte d'Ivoire, ce gigantesque ouvrage de 4500 tonnes a fait l'objet d'une visite du ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie. Dès son installation sur les gisements Marlin et Manta dans le bloc CI-27, la Côte d'Ivoire espère de cette plateforme une production entre 2000 et 12 000 barils de pétrole par jour. Mais elle en espère aussi et surtout du gaz. Le bloc CI-27 est fournisseur d'environ 70% du gaz des centrales thermiques ivoiriennes. Cette plateforme est d'autant importante pour la Côte d'Ivoire qu'elle permettra à notre pays d'avoir une production de 156 millions de pieds cubes jour, production qui lui permettra de couvrir 50% de ses besoins en électricité. Un projet d'environ 325 milliards de francs CFA, un investissement productif consenti à 24% par le groupe Foxtrot International, principal partenaire de la Côte d'Ivoire dans l'exploitation de ces champs d'hydrocarbures. Installée dans le bloc CI-27 depuis plus de 10 ans, cette filiale du groupe Bouygues en a eu la concession pour 25 ans. La contrepartie, assurer une fourniture en gaz à hauteur de 140 millions de pieds cubes par jour. Foxtrot a été développé pour remplacer les turbines à vapeur qui existaient avant pour faire l'électricité, qui avaient une pollution sur l'environnement très forte. Grâce à la plateforme que vous voyez derrière moi, on arrivera à tenir la production pour la Côte d'Ivoire. La plateforme Marlin, plus avancée technologiquement et écologiquement, s'ajoute à 4 autres installations de production de pétrole brut et de gaz naturel déjà présentes dans le bassin pétrolier ivoirien. Après 3 ans et demi de travaux, elle devrait entrer en production dès août 2015. L'intérêt pour la population ivoirienne, c'est qu'ils vont avoir une électricité abondante, de qualité et à moindre coût jusqu'à l'horizon 2024. Un projet infrastructurel de plus et 61 blocs pétroliers qui laissent espérer un avenir énergétique prometteur pour la Côte d'Ivoire. Objectif à court terme,
atteindre une production journalière nationale de 200 000 barils de pétrole brut et 250 millions de pieds cubes de gaz naturel. Objectif à long terme, faire de l'énergie le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Et on reste avec Christelle Menant pour donc aller à la découverte d'une de ces plateformes pétrolières. Plateau impressionnant avec un fonctionnement technique pas facile en tout cas à appréhender pour les non-initiés. Notre reporter se propose de nous en dire plus sur ces ouvrages. Des milliers de tonnes d'acier et de béton, 2 à 3 ans de travaux, une ingénierie très pointue, c'est de façon très simplifiée ce qu'il faut pour construire une plateforme pétrolière. Un édifice qui permet de forer, d'extraire et quelquefois de traiter et de stocker du pétrole ou du gaz en pleine mer ou onshore. Toutefois, sa construction ne débute que lorsque des forages de reconnaissance confirment la présence d'un gisement, un champ de gaz naturel ou de pétrole brut. Une plateforme se construit onshore en fonction de son usage futur, pour des forages, de la production ou du traitement d'hydrocarbures, avec ou non l'hébergement du personnel. Une plateforme peut être fixe ou flottante, cela dépend de la profondeur du gisement. Dans le bassin pétrolier ivoirien, elles sont pour la plupart fixes, de type jacket deck. Deux parties les composent, la structure porteuse ou jacket, qui sert à maintenir la partie utile au-dessus de l'eau, puis le topside ou deck, qui comprend une unité de traitement. Après construction, les différentes composantes sont transportées sur des barges géantes jusqu'au site d'exploitation. Commence ensuite la production. Le contenu du gisement est aspiré jusqu'au deck grâce à un processus complexe. Les hydrocarbures ainsi récoltés et refroidis sont séparés en 3 produits, gaz, huile et eau. Le gaz et le pétrole brut sont acheminés vers une raffinerie par des conduits appelés pipelines. L'eau épurée est quant à elle rejetée à la mer. La durée de la production est fonction de la quantité d'hydrocarbures disponibles. C'est également la durée de vie de la plateforme, 20 à 30 ans en moyenne. Les plateformes encore en état d'usage peuvent servir sur d'autres puits pétroliers. Le financement du réseau de fibre optique, une des préoccupations majeures pour l'Agence nationale de services universels de télécommunications. Les négociations se multiplient donc avec les entreprises et beaucoup d'entre elles semblent partantes, nous dit Lassina Bakayoko. La 3e phase de construction du réseau national haut débit porte sur 5000 km de fibre optique. Pour la mobilisation des 75 milliards de francs CFA nécessaires à sa réalisation, l'Agence nationale du service universel de télécommunications a mis en place un mécanisme particulier. Nous sommes aujourd'hui dans une procédure qui n'est pas une procédure d'appel d'offres classique. Compte tenu de l'intérêt de ce projet et de l'importance du projet, nous avons eu du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire l'autorisation d'aller dans une consultation un peu particulière. Cette méthode de sélection donne la possibilité à tous les opérateurs d'avoir une pleine mesure du service souhaité. Nous allons en retenir probablement 3 parce que simplement nous avons constitué le marché en lot de 3. Long de 7000 km au total, cette importante infrastructure de transmission vient en complément des réseaux de fibre optique existants. Elle reliera à terme toutes les préfectures et sous-préfectures de Côte d'Ivoire. La livraison de l'ouvrage est prévue pour 2017. Petite escale à Paris au Salon de l'Agriculture. L'événement, le 52e du genre, est placé sous le sceau de l'agroécologie. La Côte d'Ivoire y participe, bien évidemment, au nombre donc des produits présentés par notre pays. L'escargot, véritable curiosité pour les visiteurs. Hugues Veblé. Un stand qui ne désemplit pas au Salon de l'Agriculture en France, c'est celui de la Côte d'Ivoire au pavillon 1. Là se trouvent réunis les pays invités à ce salon. S'il y a un produit qui ne manque pas d'attirer le regard des visiteurs du stand de la Côte d'Ivoire, c'est bien l'escargot. Il va prendre froid ici. Mais moi j'aurais bien voulu goûter. Mais c'est demain, elle a dit. Ça vient que de la Côte d'Ivoire. Et elle me dit que ça se prépare comme les escargots en France, donc ça donne envie peut-être de goûter un jour, de faire une préparation, pourquoi pas. Par jour, environ 2000 personnes visitent le stand de la Côte d'Ivoire, posent beaucoup de questions sur l'agriculture ivoirienne et dégustent ce qu'elle produit de meilleur. Du café ou du chocolat chaud, de la banane douce, ce sont là quelques-uns des produits proposés aux visiteurs. Mercredi se déroule la journée ivoirienne, sont attendus par le ministère des Ressources animales et halieutiques et celui de l'agriculture des milliers de visiteurs. Ce sera l'occasion pour ces deux ministères de leur faire découvrir
la production agricole de Côte d'Ivoire, les spécialités culinaires du pays, mais aussi de les inviter à Abidjan, où se tient le mois prochain le Sahara. Retour en Côte d'Ivoire sur les pistes de Buyo, localité située dans le sud-ouest du pays, dans la région précisément de la Nawa. Des pistes que parcourt notre reporter Eugène Natoubé pour s'enquérir justement des attentes des populations à quelques jours seulement de la visite d'État du président de la République dans la dite région. En route pour Buyo via le village de Yabayo, c'est une route bien reprofilée mais étroite que nous empruntons. De toutes les voies d'accès à ce chef-lieu du département, cette route est de loin la plus accessible. Et comme nous avons un président qui fait du réel, nous voulons voir Bitume, Bio, Yabayo. Avant, la route de Adeka et Bio ici, là, vraiment c'était gâté. B1 du cas Soubré, ils ont arrangé ça. C'est pour Adeka qui reste. Comme Adeka, il y a tous les villages V, situés derrière le barrage. Des contrées de 10 à 15 000 habitants, grosses productrices de cacao, mais qui attendent toujours d'être touchées par le progrès. À Bio, nous avons le plus grand barrage de la Côte d'Ivoire. Quand on prend tout le département de Bio, vous allez trouver que le tiers n'est pas électrifié. Ça, c'est le paradoxe des paradoxes. En ville même, l'accès au logement, la fourniture en eau potable sont toujours des préoccupations. Les agents de l'État qui venaient, ils dormaient, ils réussissaient à dormir facilement. Mais maintenant que Buyo est devenu département, vraiment, il y a un problème de logement. Nous sommes à côté de l'eau, mais on n'arrive pas à boire de l'eau potable. Alors c'est à nous de nous poser la question, quel est le problème? Et notre souhait aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment de l'eau bien traitée. Buyo, une localité entre grandeur et misère. Le plan de la ville même, tel que tracé, est illustratif de cette réalité. Les populations n'y échappent pas. Jeunesse désabusée, femmes à la recherche de son autonomisation dans une ville gagnée par la paupérisation, quoique bénéficiant d'un barrage hydroélectrique. Nous ne sommes pas la seule personne sur l'eau. Nous avons des goulas qui sont avec nous. Il y a des matériels qu'ils interdisent sur l'eau, mais eux, ils les utilisent. Donc ça ne nous permet plus de mieux vivre. Au niveau du barrage, nous avons quand même une ristourne au niveau de la mairie. Mais malheureusement, maintenant, une grande partie part à la région. En ville comme dans les villages, rien de cette ambiance d'engins de génie civil travaillant nuit et jour dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du président de la République dans la région du Nawa. Buyo n'aura pas la chance de recevoir le président de la République, Alassane Ouattara, en visite dans le district du Bas-Sassandra. Mais ici, les populations ont espoir que leurs préoccupations et besoins seront résolus. Car dans ce département, tout, absolument tout, est urgence. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Éric Sekongo. Passez une excellente journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.